Un couple agité s'est présenté devant les caméras, partageant ses inquiétudes et demandant l'aide du public pour retrouver leur fille. Ces appels ont été lancés par Karina De Marco et son partenaire Luca Gomes, la mère et le beau-père de Florencia De Marco, âgée de 12 ans, le lendemain de la déclaration de sa disparition. Cependant, après quelques jours, la situation a pris une tournure inattendue. Il s'est avéré que derrière la façade de parents inquiets se cachait une histoire familiale compliquée. Selon les informations qui ont émergé, Florencia avait des difficultés dans sa relation avec son beau-père depuis longtemps, et sa mère, qui aurait dû prendre soin et protéger sa fille, était impliquée dans cette situation difficile. Florencia Di Marco est née le 6 janvier 2005 à Mendoza, l'une des grandes villes de l'ouest de l'Argentine. À propos de son père, on sait seulement qu'il a quitté la famille avant la naissance de Florencia. La mère de Florencia, Karina Di Marco, a grandi dans une famille nombreuse de 11 enfants. Dans sa jeunesse précoce, Karina s'est retrouvée face à une situation difficile. Sa mère a quitté la famille pour des raisons inconnues. En conséquence, Karina a dû assumer la responsabilité de ses frères et sœurs cadets, tandis que son père travaillait beaucoup pour subvenir aux besoins de la famille. Peut-être que cette responsabilité précoce a contribué au fait que Karina soit devenue mère à 16 ans. Malgré le manque de soutien du père de l'enfant, Karina n'est pas restée seule. Ses frères aînés et son père l'ont largement soutenue dans cette situation difficile. Karina s'est efforcée de trouver du travail, mais le manque d'une bonne éducation a limité ses options. En conséquence, elle a été contrainte de travailler comme vendeuse et dans d'autres postes non qualifiés pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. À l'âge de 20 ans, lorsque Florencia avait 2 ans, un nouvel homme est entré dans la vie de Karina. C'était Luca Gomes, 21 ans, originaire de la ville de Palmira, qui travaillait dans l'entreprise familiale de vente de confiserie. Leur relation s'est rapidement développée et bientôt, Karina a appris sa 2e grossesse. Après cette nouvelle, le jeune couple a décidé de vivre ensemble dans la maison du père de Karina. En 2008, leur premier enfant commun est né et 6 ans plus tard, en 2014, le 2e est venu au monde. Avec la naissance du plus jeune enfant, la famille s'est trouvée confrontée à des difficultés financières. Maintenant, il devait s'occuper de 3 enfants, y compris Florencia. De plus, il vivait dans la maison du père de Karina, qui était à l'origine conçue pour une grande famille. Avec le temps, il est devenu évident que l'espace de vie n'était plus suffisant pour une vie confortable de tous les membres de la famille. Les raisons du déménagement de la famille à San Luis restent floues. Une version suggère que cette décision était liée au manque de logement. D'autres sources pointent des désaccords entre Karina et son père, qui seraient apparus en raison du traitement prétendument inapproprié de Florencia dans sa petite enfance. Jusqu'en septembre 2016, la famille s'était installée à San Luis. Ils gagnaient leur vie en vendant des produits que le père de Luca envoyait de Palmira. Avec le temps, la famille semblait s'adapter à son nouveau lieu de résidence. Cependant, Florencia, qui avait 12 ans à l'époque, avait du mal à s'adapter. Elle parlait souvent de son grand-père maternel et de ses amis à Mendoza qui lui manquaient, et exprimait à plusieurs reprises le désir de retourner. Les personnes autour d'elle décrivaient Florencia comme une fille calme et réservée. Bien qu'un tel comportement aurait pu être interprété comme des difficultés d'adaptation ou une expression de la puberté, il s'est avéré plus tard que la situation réelle était beaucoup plus grave. Malheureusement, les opportunités d'aide opportunes pour Florencia avaient déjà été manquées lorsque la véritable situation a été connue. Cela souligne l'importance d'être attentif aux changements de comportement chez les enfants et les adolescents.
Le 22 mars 2017, la ville a été alarmée par la nouvelle de la disparition de Florencia. Luca, le beau-père de la fille, s'est adressé aux autorités policières avec un rapport de personnes disparues. Selon le récit de Luca, il a emmené Florencia à l'école ce matin-là. Selon ses dires, la fille est sortie de la voiture et a demandé à l'un des professeurs au sujet des cours. Après avoir reçu une confirmation, Florencia, selon Lucas, est entrée dans le bâtiment de l'école, a fait un signe de tête pour dire au revoir, après quoi il est parti travailler. Lucas a rapporté que lorsqu'il est venu à midi pour récupérer Florencia, il a remarqué que tous les élèves quittaient l'école, mais Florencia n'était pas parmi eux, ce qui l'a inquiété. Selon ses déclarations, il s'est adressé à la directrice de l'école pour obtenir des explications. Dans sa déclaration, il a affirmé que la directrice, après avoir vérifié le registre des présences, l'a informé que Florencia n'avait pas assisté au cours ce jour-là. Lucas a informé la police qu'il avait interrogé les camarades de classe de Florencia, mais que personne ne l'avait vue, ce qui l'avait poussé à se tourner vers les autorités. Interrogé sur la mère de la fillette, il a expliqué que Karina se trouvait à la maternité après avoir donné naissance à sa fille la veille et qu'il avait temporairement pris en charge les enfants. Il soupçonnait que Florencia aurait pu se rendre à Mendoza pour voir son grand-père, qui lui manquait beaucoup. Cependant, cette version a été rapidement écartée après un appel téléphonique avec le grand-père. De vastes opérations de recherche ont commencé avec la participation non seulement de la police, mais aussi des voisins, des camarades de classe et des enseignants de Florencia. Bien que Lucas ait participé activement à la recherche et ait à en montrer une grande inquiétude, son statut de dernière personne à avoir vu Florencia a attiré l'attention des enquêteurs. La priorité des autorités restait la recherche de la fillette. Des groupes de recherche ont été organisés pour examiner différentes parties de la ville. Le même jour, le premier indice est apparu. Une voisine a trouvé un sac à dos qui appartenait probablement à Florencia dans un champ ouvert près de sa maison. Dans le sac à dos, on a trouvé un carnet avec le numéro de téléphone de Karina. La femme qui avait trouvé le sac à dos a contacté Karina, puis a remis la trouvaille aux autorités. En examinant le contenu du sac à dos, les enquêteurs ont découvert, outre les affaires chambres scolaires habituelles de Florencia, un dictionnaire avec les mots « bâton »,« nœud » et « prendre » marqués. Cette découverte a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs. Plus de 200 agents des forces de l'ordre de différents services ont participé à l'opération de recherche, y compris l'utilisation de chiens policiers. Ils ont minutieusement examiné le champ ouvert où le sac à dos a été trouvé et les zones adjacentes, mais n'ont pas trouvé d'autres traces de Florencia. Cependant, au cours de la recherche, une caméra de surveillance a été trouvée à proximité. Les enregistrements de cette caméra ont été confisqués pour analyse au poste de police. L'examen ultérieur de ce matériel vidéo a joué un rôle clé dans le développement de l'enquête. Pendant que la recherche de Florencia se poursuivait, Lucas et Karina sont apparus plusieurs fois devant la presse. Lucas a montré de fortes émotions lors de ses apparitions. Karina a exprimé l'espoir d'une issue heureuse et a fait remarquer que Florencia n'avait pas tendance à fuguer. Après plus de 35 heures de recherche, dans la soirée du 23 mars, le groupe de recherche s'est déplacé dans la région d'Aladillo, à environ 60 km de San Luis, où des résidents avaient signalé une découverte suspecte sous un pont. Sur le lieu de la découverte, les spécialistes ont mené une enquête approfondie. En raison de la difficulté d'accès au site, il a été nécessaire de faire appel aux pompiers pour assurer un accès sûr aux experts. Le médecin légiste Ricardo Torres a dirigé l'enquête sur les lieux. Un examen préliminaire a suggéré que l'objet trouvé aurait pu tomber de la hauteur du pont, mais la chute a été entravée par une saillie rocheuse. Divers échantillons ont été prélevés pour des analyses en laboratoire.
Après l'examen, l'objet trouvé a été transporté dans un établissement médical spécialisé pour une enquête plus approfondie. Sur les lieux, il a été déterminé que la découverte était liée à Florencia. Au cours de l'enquête, toutes les preuves pointaient vers un suspect. Luca. Il s'est avéré que ses déclarations concernant la disparition de Florencia ne correspondaient pas à la vérité. L'administration scolaire, les enseignants, les parents et les camarades de classe n'ont pas confirmé la présence de Florencia à l'école ce jour-là. Les caméras de surveillance près de l'école ont enregistré la voiture de Luca le matin du 22 mars, mais n'ont pas montré Florencia sortant du véhicule. Des enregistrements supplémentaires des caméras sur l'autoroute à péage près du lieu où Florencia a été retrouvée ont montré la voiture de Luca passant. 2 pêcheurs au barrage de Saladillo ont rapporté avoir vu une voiture noire suspecte avec des pneus sport et une personne dont la description correspondait à Luca effectuant des actions étranges sur le pont. Le témoin Santiago Alvarez a déclaré qu'ils avaient décidé d'informer la police après avoir vu quelque chose d'inhabituel sous le pont. Ces preuves ont conduit à l'arrestation de Luca comme principal suspect. Lors de la perquisition de la maison, les experts ont découvert, malgré un nettoyage minutieux, des taches suspectes dans la salle de bain à l'aide de lumière UV, qui selon eux pourraient être liées à Florencia. Ces découvertes ont sérieusement sapé l'image du beau-père attentionné que Luca essayait de projeter dans les médias. Lors d'une enquête supplémentaire sur la voiture de Lucas, les experts ont trouvé dans le coffre des vêtements qui appartenaient présumément à Florencia, ainsi que des traces qui, selon des rapports préliminaires, correspondaient à son matériel biologique. Face aux preuves recueillies, Luca a été traduit en justice. Il a comparu devant la juge Virginia Palacios, accompagné de forces de sécurité renforcées. Après une séance d'1 heure et demie, Luca a exercé son droit de garder le silence. La juge a ordonné son retour en détention préventive pendant 48 heures jusqu'à ce que son futur statut procédural soit décidé. Les résultats de l'examen médico-légal ont non seulement confirmé les soupçons contre Lucas, mais ont également révélé la situation difficile dans laquelle se trouvait Florencia. Il a été découvert que Florencia n'avait pas seulement des problèmes le jour de la tragédie, mais aussi longtemps avant. Les résultats de l'examen médical ont révélé que Florencia se trouvait dans une situation extrêmement difficile pendant une longue période. Les experts ont découvert des signes indiquant que Florencia avait été traitée de manière inappropriée pendant une période prolongée, peut-être des mois ou même des années. Les experts ont déterminé que l'état physique de Florencia ne correspondait pas à son âge. Des marques ont été trouvées sur son corps indiquant des tentatives d'autodéfense. Le rapport médical a confirmé que la cause de l'issue tragique était l'interruption de l'apport en air. Des blessures graves ont été constatées sur le cou de Florencia. Selon les spécialistes, Florencia a traversé une période difficile peu avant son décès. L'enquête a également révélé le moment approximatif de l'incident, entre 30 et 32 heures avant que Florencia ne soit découverte. On pense que cela s'est produit tôt le matin du 22 mars, après que la mère de Florencia soit allée à la maternité. Au fil du temps, l'enquête a révélé de plus en plus de détails de cette histoire tragique. L'analyse du téléphone de Luca a montré qu'il avait visité à plusieurs reprises des sites web au contenu inapproprié pendant les 3 jours du 19 au 22 mars. Des informations importantes manquantes pour compléter le tableau ont été fournies par le demi-frère de 9 ans de Florencia. Il a rapporté que le père les avait conduits, lui et son frère cadet, à l'école le 22 mars, tandis que Florencia était assise sur le siège passager. Selon le garçon, la sœur ne parlait pas et était assise immobile, la tête baissée. Luca a expliqué aux enfants qu'elle dormait profondément en raison de la fatigue. Ces déclarations correspondaient aux résultats de l'examen médical concernant le moment de la tragédie.
Elles indiquaient également le comportement extrêmement inquiétant de Lucas, qui apparemment n'était pas préoccupé par le transport de ses fils à proximité immédiate de leur sœur dans un état critique. Le 25 mars, suite à la décision de la juge Virginia Palacios, Florencia a été transférée à Mendoza, sa ville natale, où elle souhaitait tant retourner. Lors de la cérémonie d'adieu, Karina a accordé une interview dans laquelle elle a partagé des informations inquiétantes qu'elle avait reçues de son fils au sujet du père de celui-ci. Dans ce moment difficile, Karina s'est présentée devant les médias avec une attitude changée envers son partenaire. Ses paroles sonnaient désormais comme une accusation. Dans de nouvelles déclarations, elle a décrit Lucas comme un homme ayant de sérieux problèmes. Karina a rapporté des cas de conflits familiaux et a admis qu'elle avait peur de son mari. Selon ses dires, l'homme avec qui elle vivait et élevait 3 enfants en commun montrait un comportement extrêmement agressif. Karina a également signalé des cas de consommation de substances interdites par Lucas et ses tentatives d'impliquer des membres de la famille. Elle s'est souvenue d'un incident avec une pizza après laquelle elle et les enfants se sont sentis mal. La même nuit, Florencia lui a raconté un incident désagréable avec Lucas, et le lendemain matin, Karina a remarqué une marque sur le visage de sa fille. Lucas l'a expliqué en disant qu'il avait supposément arrêté Florencia alors qu'elle sautait sur le lit. Alors que les proches de Florencia lui faisaient leurs adieux, le juge en charge a pris la décision de placer Lucas en détention provisoire. Il a fait l'objet d'accusations graves et a été transféré dans un établissement à régime strict jusqu'au procès. Malgré les affirmations de Karina sur son ignorance des actions de Lucas, elle s'est également retrouvée dans le collimateur de la justice après la publication des résultats de l'enquête. Les enquêteurs ont commencé à examiner minutieusement la relation du couple pour déterminer le rôle de Karina dans les événements. Un élément de l'enquête était l'analyse des médias sociaux. Un post de Karina a attiré l'attention. « Prenez soin de votre partenaire. Les enfants partent, les amis vieillissent, l'argent s'épuise, et il ne vous reste que votre mari. » L'analyse des communications, appels, messages textes et enregistrements audio est devenu le facteur clé qui a conduit le juge à émettre un mandat d'arrêt contre Karina en tant que possible complice. La probabilité que Karina n'ait pas été informée de la situation de sa fille a diminué lorsque les témoins ont commencé à parler. Ces nouvelles circonstances ont considérablement compliqué l'affaire et remis en question les déclarations initiales de Karina. La mère de Lucas a informé le tribunal du comportement inapproprié de Karina envers Florencia et a souligné des particularités dans leur interaction. Elle a exprimé son inquiétude quant au fait que Karina ait demandé à sa fille d'apporter des vêtements à Lucas pendant son bain. Le grand-père de Florencia a également partagé des informations, soulignant l'inconfort de sa petite fille dans l'environnement domestique et ses demandes répétées de venir vivre chez lui. Les voisins ont remarqué que Florencia restait souvent dehors quand les autres rentraient pour dîner. Un résident a déclaré aux médias que Florencia évitait apparemment de rentrer chez elle et racontait ses craintes à ses amis. Il y a eu également des rapports de cas de traitement inapproprié de Karina envers sa fille en public, mais les voisins ne l'ont pas signalé aux autorités par crainte des conséquences. Les enseignants de l'école de Mendoza que fréquentait Florencia étaient probablement aussi au courant de la situation. Cela est attesté par un enregistrement audio d'une conversation entre enseignants, où l'un d'entre eux mentionne l'aveu de Florencia concernant le comportement inapproprié de son beau-père. Cette information a été transmise anonymement à la police. Dans son témoignage, l'enseignante a affirmé qu'après l'aveu de Florencia, elle avait contacté Karina. Cependant, la mère a traité sa fille de menteuse et a défendu son partenaire, affirmant qu'il était un bon père et que les accusations de Florencia étaient liées à sa réticence à aller à l'école. Les preuves accumulées ont conduit à l'arrestation de Karina le 4 avril. Elle a été accusée de complicité dans un crime grave.
Le lendemain, Karina a comparu devant le tribunal pour témoigner, mais sur les conseils de son avocat, elle a exercé son droit de garder le silence. Le procureur Esteban Rochi a déclaré que, compte tenu des preuves disponibles, il était difficile d'imaginer que Karina n'ait pas été au courant de ce qui se passait dans la famille. Début mai, les enquêteurs ont reçu une preuve supplémentaire importante. L'analyse du matériel biologique trouvé lors de l'enquête a confirmé son appartenance à Lucas. Cela est devenu un autre argument grave confirmant l'implication de Lucas dans la tragédie de Florencia. Au moment de l'arrivée des résultats de l'analyse, on a appris que Lucas n'était plus en vie sur le lieu de sa détention. Le 11 mai, le directeur de l'établissement a confirmé cette information. Selon ses déclarations, Lucas a été retrouvé dans un état critique dans sa cellule. On suppose qu'il a utilisé le câble d'un téléphone de prison. L'examen médical a confirmé qu'il s'agissait d'un départ volontaire. Il a été rapporté que Lucas était placé dans une cellule individuelle en raison de menaces d'autres détenus. Bien que le personnage principal de l'affaire ne soit pas apparu devant le tribunal, Karina a été punie. Son procès a commencé le 8 avril 2019. Le 23 avril 2019, Karina De Marco, âgée de 30 ans, a été déclarée coupable et condamnée à 18 ans de privation de liberté. Dans le cas de Florencia, seule sa mère a été tenue responsable, incapable de prendre soin correctement de sa fille. Cependant, il est noté que le grand-père maternel, les parents de Lucas, les enseignants et les voisins étaient également informés de la situation, mais n'ont pas agi. Florencia aurait peut-être pu être sauvée si l'un d'entre eux avait parlé. Les dernières informations sur Karina suggèrent qu'en 2021, elle a commencé une relation avec quelqu'un qu'elle a rencontré en prison. En 5 ans de prison, elle n'a pas mentionné Florencia une seule fois. Elle maintient un contact téléphonique avec ses 3 autres enfants, car ils lui rendent rarement visite. Actuellement, les enfants vivent avec leur tante et leur grand-mère paternelle à Mendoza.